Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse et nous nous retrouvons comme tous les mardis pour faire un point complet sur les marchés boursiers. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 janvier 2022 et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne constituent pas des conseils en investissement. Vos rendez-vous de la semaine, tous les matins sur Zone Bourse, le morning meeting d'Anthony Bondin, par écrit et par oral. Tous les jours, Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac que vous pouvez retrouver sur le site Zone Bourse et la chaîne YouTube de Zone Bourse. Et comme tous les mardis, nous nous retrouvons pour faire un point. Dans un premier temps, focus marché. Ensuite, le top flop macro. J'ai 18 graphiques macroéconomiques à vous montrer pour un peu décrypter ce qu'il se passe sur la planète finance. Et ensuite, on passe à l'analyse graphique des indices, du forex, des matières premières, du bitcoin et de vos actions préférées. Alors, le graphique du moment, c'est un peu ça. C'est le Bloomberg Global Stock Market Cap. C'est tout simplement pour vous montrer que on a eu le choc du Covid. On a eu un an et demi de hausse très puissante, soutenue par des liquidités. Et on a maintenant une phase de stabilisation. En fait, depuis 6 mois, quand on regarde les indices boursiers hors États-Unis, on est complètement neutre. Je vous l'avais montré dans l'émission il y a 2 semaines. Les États-Unis continuent de tirer encore un petit peu, mais ils tiraient ces dernières semaines, en tous les cas, leur dernière force avec les GAFA, les valeurs technologiques. Or, les valeurs technologiques sont sensibles au taux et la Fed a un petit peu appuyé sur le champignon concernant les possibles hausses de taux. Les taux se sont tendus, les GAFA ont été pressurisés, la bourse américaine a été sous pression et donc nous voilà en stabilisation à l'horizontale, au même titre que les liquidités stabilisent à l'horizontale. Et le mot que j'ai envie de vous faire passer pour ce début d'année, c'est que il y a de grandes chances que ce soit une année beaucoup plus latérale qu'une année de tendance très forte à la hausse comme on a eu l'année dernière. Quant à une tendance forte à la baisse, elle est toujours possible évidemment, mais pour cela, il faudrait que les banques centrales abandonnent complètement la partie et je ne suis pas certain du tout que les banques centrales soient prêtes à laisser casser le travail qu'elles ont fait ces 18 derniers mois, que ce soit sur l'économie ou les marchés financiers. Donc voilà, on est dans un système où on est en train de se mettre en adéquation avec les taux. J'ai nommé l'émission du jour les marchés en dysfonction. À court terme, on a l'impression d'une dysfonction. C'est en fait un ajustement à la politique monétaire américaine et à ces taux qui se tendent. Le cadre, donc la Fed plombe l'ambiance. Jusque mardi dernier, on avait un début d'année haussier, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis mercredi soir, la Fed a cassé le jouet. Du coup, depuis jeudi dernier, on est sous pression. 4 séances de baisse ou de stabilisation en fonction des indices. Le Nasdaq, lui, a chuté plus que les autres puisque très sensible au taux. Le CAC 40, lui, n'a fait que rendre les gains de début d'année et est à l'horizontale et est complètement neutre depuis le 1er janvier. Le sentiment de marché, c'est qu'il y a une pression baissière de court terme. Le sentiment des investisseurs varie d'un jour à l'autre. Pour l'instant, l'attentisme prévaut, histoire de prendre la température, de laisser un peu la poussière retomber, de laisser les marchés s'ajuster justement, et puis ensuite d'intervenir. Les Fed Funds indiquent 4 hausses de taux en 2022, c'était 2, puis 3, puis maintenant 4, dont la première au mois de mars, avec 75% de probabilité de hausse de taux en mars. Donc c'est ça l'ajustement des marchés au taux d'intérêt, puisque la Fed parle de 3 hausses de taux, et les marchés maintenant en anticipent carrément 4. Il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu en période de hausse de taux, on l'a vu ces derniers temps, l'énergie notamment, les bancaires également, les cycliques, et puis les sociétés peu endettées, puisque moins sensibles justement aux hausses de taux. Le marché n'est-il pas en train de s'ajuster à la thématique de taux? C'est ce que je pense. Historiquement, en fait, les marchés arrivent à monter avec des taux qui montent. Et oui, si vous avez lu qu'en 2022, les taux allaient monter et donc que la bourse allait chuter de 20% obligatoirement, ce n'est pas la corrélation historique entre les marchés et les taux d'intérêt.
Statistiquement parlant, lors des premières hausses des taux, les indices peuvent continuer de monter. Simplement, ce ne sont pas les mêmes secteurs qui montent. Les valeurs de croissance sont sous pression. Pour combien de temps? Est-ce un simple ajustement à la marge ou est-ce que nous assistons à une rotation plus profonde? Je n'en sais rien et c'est un peu la question à $1 million en ce moment. Mais je dirais qu'il faut un peu des deux, des valeurs de croissance solides dans le temps, profiter de certains replis pour pouvoir en avoir, et d'autre part, aller sur ce qui monte, trend following, même si c'est des secteurs qu'on n'aime pas forcément, comme par exemple moi pour l'automobile ou les bancaires. Nombreuses small cap et mid cap ont fait des rattrapages techniques ces dernières semaines. On en parlait dès le début de décembre. Je pense qu'en un mois, vous avez pu constater pas mal de rebonds techniques sur toutes sortes de dossiers. Profitez-en, hein, comme je l'ai répété la semaine dernière, pour séparer le bon grain de l'ivraie. Alors qu'est-ce que c'est que cette alerte? C'est une alerte sur l'or, puisque l'or tient bien. Me concernant, vous le savez, je suis acheteur d'or et d'argent à long terme, en physique et en papier. J'ai voulu renforcer mes positions sur l'argent la semaine dernière et je me suis pris un stop au plus bas, mais j'ai d'autres positions sur le métal. Et j'ai également profité des dernières semaines et de la stabilisation des prix de l'or autour des $1 800 pour en acheter à titre personnel en physique pour du long terme. Et je préfère cette année, on va dire, activer une diversification plus forte en métaux qu'en crypto, puisque les cryptos sont, à mon sens, à mon goût, en tous les cas, trop volatiles, et pour le moment, le Bitcoin est baissier, alors que les métaux, eux, frétillent. Donc voilà, ça c'est une question personnelle. Le pétrole WTI est toujours soutenu, on a cassé 76, on est à 79, soutenu par les espoirs de croissance forte en 2022. Je vous rappelle qu'on attend une croissance mondiale de 4,4% cette année, soit un chiffre au-dessus des normales saisonnières. Les métaux tiennent très bien. Mon avis est inchangé, accumulation rationnelle à long terme sur l'or, sur l'argent, en physique et en papier. Enfin, le Bitcoin est baissier. Quand on regarde sur les dernières semaines, j'ai pas besoin de rappeler qu'il est aussi à long terme, hein. Je pense que ça coule de source, étant donné sa performance des dernières années. Simplement, je pense qu'il faut un peu dépassionner le débat sur les cryptos. C'est un des rares actifs où on ne peut pas dire qu'on est vendeur ou pas dire qu'on est baissier à court terme sur une période donnée. Parce que tout de suite, on se prend la communauté des cryptos qui espère que ça monte. Sur les indices boursiers, on voit plus de gens pouvoir être haussier baissier ou sur des actions haussier baissier. Sur les cryptos, c'est encore un peu tabou d'être baissier. Mais il y a un moment donné où quand on perd 45%, bon bah il faudrait quand même avouer qu'on est en tendance baissière à un moment. Du coup, dans ce type de configuration, le trader va sur d'autres crypto-monnaies qui surperforment. L'investisseur en swing qui essaye de faire du market timing, à mon sens, doit attendre des cassures. Cassures des 43 000, cassures des 46 600 surtout, cassures des 52 000, et va donc acheter des signaux haussiers plutôt que d'acheter tous les supports, parce que depuis 2 mois, les supports ne font que casser. Quant à l'investisseur long terme, il ferme Twitter, il ferme le PC, il ferme le graphique, il en achète tous les mois et il arrête de se poser des questions. Le top flop. Omicron, ça va mieux. Le nombre de cas a fait son pic et le nombre de décès n'a pas augmenté. Donc les marchés boursiers avaient raison d'anticiper déjà il y a 3 semaines que ce variant ne déstabiliserait pas l'ensemble de la planète. Ce qui explique justement que les marchés soient montés à partir du 20 décembre et que le CAC soit passé de 6800 à 7400 points, soit 10% en ligne droite. À droite, un graphique qui vous montre que les ruptures d'approvisionnement concernant les semi-conducteurs sont déjà en train de se calmer, là où les PDG des sociétés de semi-conducteurs nous disaient que ça allait durer des années. Ces ruptures d'approvisionnement, ces tensions sur les prix, au final, ça ne dure que quelques trimestres, quelques mois. Donc, qui dit que cela se détend fait qu'on aura moins de pression inflationniste à l'avenir et que ces ruptures d'approvisionnement vont peut-être peser sur les résultats d'entreprise 1 ou 2 trimestres, mais pas beaucoup plus. On est en début d'année, bien évidemment. À Bloomberg, on interroge les analystes internationaux et le consensus ressort. Alors, le consensus ressort à 4 950 points et le plus haut est à 5 300 points, le plus bas à 4 400 points. Donc vous voyez, en fait, le plus haut est 10% plus haut, le plus bas dit 5-6% en dessous.
C'est là où je me dis que si les liquidités se tarissent cette année, on pourrait avoir une année de range, une année de volatilité en fait. Si les marchés perdent 10-12%, les acteurs vont acheter, les banques centrales en plus seront présentes. Si on gagne 10-15%, les opérateurs vont se dire qu'on est trop haut, trop vite. Et donc il se pourrait comme ça qu'on fasse un range de 15-20% entre zone d'euphorie et zone de stress. À droite, vous avez les prévisions de Goldman qui sont haussières tant que les marchés montent, et puis dès que ça baissera, ils réviseront leur vision. Là, vous avez les graphiques qui vous montrent les liquidités dans le monde. Donc c'est là où je vous disais que depuis la crise de 2008, de toute façon, les marchés sont drivés aux liquidités. À gauche, vous avez un graphique sur les 10 dernières années. À droite, vous avez un graphique sur les 2 dernières années. Vous voyez que la corrélation entre la liquidité globale et le marché est énorme. On parle d'arrêter les injections, la Fed parle d'arrêter ses soutiens, mais la BCE continue de soutenir et la Chine est en renfort. Donc, en fait, la liquidité va arrêter de monter très vite, mais elle va peut-être monter en dents de scie petit à petit. Du coup, le marché étant corrélé à la liquidité, il pourrait lui aussi monter petit à petit. Et donc, ne pas monter très fort ou ne pas baisser très fort, mais tout simplement osciller autour de cette liquidité. Et puis bien sûr, au moindre trou d'air des marchés, si on perd 10-15%, les banques centrales rajouteront de la liquidité, comme ça repart. Et c'est un schéma sans fin. À court terme, donc parce qu'on a ajusté sur les taux, on a tous les taux 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans qui sont montés fortement, et c'est ça qui a fait pression sur les valeurs de croissance. On a 75% donc de probabilité de hausse de taux dès le mois de mars. Du coup, le ratio value growth est en train de repartir à la hausse et suit les taux d'intérêt. Plus les taux se tendent, plus la value prend le dessus sur le growth, donc les valeurs value sur les valeurs de croissance. Ici, vous avez une prise de recul sur les 40 dernières années qui vous montre que entre 1980 et 2002, on a eu une période où la value s'est fait complètement exploser par les valeurs de croissance avant qu'on fasse la bulle des technos et que la value reprenne le dessus. La question qui se pose, c'est, voilà, est-on toujours en tendance baissière, sous pression et va-t-on rester en bas, ou est-ce que ce ratio va carrément se retourner? Ça, c'est la question à $1 million. La value vient-elle de s'ajuster à très court terme, ou va-t-elle surperformer dans les trimestres à venir et les années même? Donc ça, c'est compliqué. À mon sens, ça peut durer peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. À mon sens, les taux vont monter aux États-Unis. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, moi, je vois absolument pas 4 hausses de taux aux États-Unis, 2 voire 3 maximum. Mais je pense que les banques centrales, tout comme en 2018, lorsqu'elles disaient qu'elles allaient monter drastiquement les taux, ne l'ont pas ou peu fait. Là, on est dans le même schéma. On est dans un monde où la dette est partout et où les taux ne peuvent pas monter durablement, ni fortement. Ici à gauche, c'est un graphique sur 70 ans qui montre que lorsqu'on fait une année avec plus de 25% de gains, comme on l'a fait l'année dernière sur le S&P, eh bien, dans la plupart des cas, l'année suivante est haussière. En fait, c'est la logique du momentum. On est dans un momentum très puissant l'année dernière. Et bien, statistiquement, l'année suivante, elle est aussi haussière, avec une moyenne de hausse de 14%. Bien évidemment, il y a des cas particuliers. Mais tout ne monte pas. Et on a le taux à 10 ans qui monte. On a l'ETF des actions qui profitent des hausses de taux. C'est un ETF américain, par contre, je ne sais pas si on peut le mettre dans un CTO, un compte titre. Donc EQRR, vous voyez, c'est le genre d'ETF qui est sensible en fait à la hausse des taux. Et les secteurs qui profitent le plus de la hausse de taux, c'est les financières et l'énergie. Donc les taux montent, les actions sensibles aux taux montent, et donc le secteur de l'énergie et de la finance sont soutenus. Ici à gauche, vous avez un graphique qui montre que le discount entre les États-Unis et le reste du monde n'a jamais été aussi énorme. Les US n'ont jamais été aussi chers, la différence entre les US et le reste n'a jamais été aussi énorme. D'un autre côté, les États-Unis sont les seuls à avoir des valeurs de type Apple qui sont des valeurs planétaires qui pèsent maintenant des milliers de milliards. Apple a atteint les 3000 milliards de valorisation boursière. D'ailleurs, à ce sujet, lorsqu'Apple a dépassé les 1000 milliards, elle l'a fait quelques semaines, puis elle a perdu 40%. Lorsqu'elle a atteint les 2000 milliards, elle les a dépassés, puis elle a perdu 20%. Elle vient d'atteindre les 3000 milliards. Ça veut juste dire que à chaque fois qu'elle fait un milestone, qu'elle prend 1000 milliards, il arrive qu'il y ait une correction. Et donc, on peut très bien connaître une correction, mais sinon, à très long terme,
c'est super bullish. Et cette correction, si elle arrivait, serait une opportunité d'acheter du Apple à très long terme. Apple qui vient de lancer ses lunettes pour se connecter dans le metaverse, qui est potentiellement l'avenir. Ensuite, la saisonnalité. Alors, deux graphiques. Un qu'a fait Laurent Albi dans une de ses émissions pour montrer que janvier est baissier, puis ça monte jusqu'en avril, puis ensuite on baisse. Un autre graphique ici qui montre qu'en année de cycle électoral 2, on peut monter en début d'année puis baisser ensuite. On gardera en tête que ces deux graphiques indiquent qu'on peut monter en début d'année jusqu'en avril avant que ça baisse. Et on notera que parfois en janvier, on peut baisser. D'ailleurs, en début d'année 2018, c'était pas en janvier mais en février, la Fed avait parlé de hausse de taux et à ce moment-là, le marché s'était ajusté avant de repartir à la hausse. C'est peut-être exactement ce qu'on est en train de faire sur le CAC ces derniers jours. Ensuite, ici, vous avez un graphique du Nasdaq qui avait explosé dans les années 2000 puis qui s'est crashé par la suite et s'est superposé avec ARK, le fameux fonds de Cathie Wood. Cathie Wood donc a vu son fonds exploser, les valeurs de croissance, voire de très forte croissance dedans, et puis maintenant son fonds se fait exploser. Il a perdu 40 ou 50% depuis ses plus hauts, et puisque les valeurs de croissance sont impactées par la hausse des taux et que c'est la thématique actuelle, eh bien son fonds est toujours sous pression. Alors est-ce que ça ira plus bas? Je ne sais pas, mais le parallèle est intéressant. Parallèle qu'on peut faire avec de nombreuses bulles, puisque vous avez ici un graphique du Nikkei dans les années 80-90 avec ce phénomène de bulle, puis cette rechute des prix. Le fonds ARK de Cathie Wood et les valeurs techno ont pu, pour certaines, très fortement purger, mais peut-être que ce n'est pas terminé pour les mois à venir, le temps que cette belle bulle soit bien purgée. Et puis on va passer à l'analyse graphique. Je vous montre la liste des valeurs dont on va parler tout à l'heure après les indices. Et d'abord, c'est l'heure de la pause café. À tout de suite. Hop là. C'était Chopin, encore et toujours. Et on passe aux indices Forex matières premières Bitcoin avant de regarder les actions dont je vous montrais la liste il y a quelques instants. Concrètement, c'est pas facile. C'est un début d'année pas simple. Pour les investisseurs qui ont toute l'année dernière joué les valeurs de croissance et gagné à la hausse, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que alors que le CAC 40 n'est qu'à 3% de ses plus hauts annuels, une valeur comme Esker vient de perdre 20% en ligne droite. Forcément, c'est violent. C'est pas un début d'année facile. Je peux vous l'assurer par rapport aux discussions que j'ai avec des traders ou des gérants.
on se fait un peu promener. Et dans pareille situation, peut-être que le mieux, c'est de lever un peu les mains du clavier. Quand on était trop investi sur des valeurs de croissance, peut-être d'en couper certaines sur des cassures de court terme, de garder les autres avec des stops un petit peu plus larges, un peu de liquidité, de diversifier un peu de son portefeuille et peut-être d'ajuster son assiette en n'ayant pas que des valeurs de croissance, mais peut-être un peu de valeurs défensives, un peu de valeurs de l'énergie ou d'autres. Et puis être agile et n'être sûr de rien. Alors j'avais des messages à vous passer. Le premier, c'est que l'investisseur doit s'exercer à la patience, parce qu'on peut très bien continuer de grimper comme ça en dents de scie pendant 3-4 mois, et que les meilleures valeurs au final montent. L'exemple, c'est des Richebourg. Vous voyez, une valeur qui peut faire 3 mois de range et puis elle en sort par le haut, à un moment donné. Bon, eh ben, il faut espérer que quand on se met sur les bons dossiers, ces dossiers tiennent les zones les reculs du CAC 40, mais que dès que ça soit neutre ou haussier, eh bien, on surperforme. Le swing trader, lui, doit être très agile et sans biais. On peut jouer des hausses, on peut jouer des baisses. Il est normal qu'on achète le CAC sur des replis comme de le vendre sur des excès. Cette année, comme l'année dernière, je m'exerce à ne pas avoir d'ego, à ne pas avoir de biais, à ne pas essayer d'avoir raison, mais à tout simplement d'essayer de trouver des setups à la hausse ou à la baisse, peu m'importe. Mon plan pour 2022, c'est de ne pas avoir de biais, c'est de jouer les écarts. Et c'est de garder en tête l'éventualité d'un large range, puisque les liquidités, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les graphiques de liquidité vont se stabiliser et les cours pourraient vivoter autour. C'est pour ça que 2022 pourrait être une année tactique, où si les cours gagnent 7-10%, bah, faut alléger, et où si les cours perdent 10%, faudra se gaver de nouveau. Et donc, étant un peu le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression, ne sachant pas où donner de la tête, bah faut pas forcer au milieu. Voilà, avoir un peu de liquidité, faire du stock picking, ou lever un peu le pied et attendre. Voilà. Si le marché digère cet ajustement sur les taux et repart à la hausse, eh bien là-haut peut y avoir de beaux gains. De la même manière que si ça lâche, il faudra avoir des liquidités pour payer 10% plus bas. Comme vous le voyez, j'ai mis des zones sur le graphique. Pour moi, on est dans une zone de rotation. C'est-à-dire qu'on est monté 3 séances, on a baissé 3 séances, on stabilise. Le CAC est positif depuis le 1er janvier, en fait, depuis le 31 décembre exactement. On est à zéro. Voilà. Donc en fait, on n'a rien fait. En ce début d'année, ça ne bouge pas. Et donc pour l'instant, on est dans une digestion de cet ajustement au taux. Si le marché monte, là-haut, on a la zone d'euphorie. C'est la zone dans laquelle on aurait certainement un CNN Money, Fear and Greed qui atteindrait les 90 points et qui nous montrerait qu'il y a de l'euphorie et qu'il faut faire attention. Si au contraire, on vient casser des supports et qu'on se fait peur, on rentrera dans une zone de crainte. Mais cette zone de crainte, ce serait quoi? Ce serait revenir vers une énorme zone de soutien à 6700 et la MM200. Et je vous avouerai qu'à discuter avec pas mal de gens, il y a beaucoup de traders qui s'attachent les mains en se disant mais bon sang, perdons-les ces 10-12%, faisons-nous peur, comme ça on pourra acheter des bons dossiers sur repli significatif. Et ce marché est d'autant plus frustrant qu'il y a des valeurs qui lâchent, qui retracent fortement, mais qu'il ne veut pas lâcher en son ensemble, tout simplement parce que les liquidités, elles sont toujours là. La Fed continue d'injecter tous les mois, la BCE aussi, la Chine aussi, donc c'est pas demain la veille que les liquidités se retireront des marchés, et ça, faut pas l'oublier. Ensuite, l'euro-dollar dont je vous avais parlé récemment, je suis toujours du même avis. En fait, ma lecture de la chose, c'est que le marché s'est mis à anticiper 2, 3, 4 hausses de taux, mais le dollar ne monte plus. Donc pour moi, on ne peut pas anticiper maintenant 5 hausses de taux l'année prochaine. Le marché est au maximum de son anticipation de hausse de taux et au maximum de ses anticipations sur le dollar. Du coup, je pense qu'on va se prendre un contre-pied sur l'euro-dollar et c'est ça aussi, c'est ce scénario-là qui me fait penser que les métaux vont bien tenir, voire s'apprécier. Donc je pense que l'euro-dollar va casser les 1,14 et va tenter une échappée à la hausse. Et donc je pense que sur les métaux, on va tenir. Vous voyez le silver, à moyen long terme, on est dans un grand range entre 21 et 30. Pour moi,
la possibilité de pouvoir acheter du silver, de l'argent entre 21 et 24 dans les semaines qui sont passées et dans les semaines à venir, c'est une opportunité de moyen long terme pour viser ensuite 28, 30, voire plus sur l'argent à moyen long terme. Voilà. Donc à court terme, la semaine dernière, je me suis un peu énervé, je me suis pris un stop, j'ai repayé, je me suis fait sortir au point bas comme un bleu, ça arrive. Mais sinon, à moyen long terme, je continue d'accumuler or et argent dans les zones de prix actuelles. L'or qui a sonné tout à l'heure, bah, même chose, on est en train de réaccélérer. Et vous voyez ici, là, on baisse petit à petit, mais c'est en train de se stabiliser, un peu comme une théorie du phénix. Moi, je pense que l'or est foncièrement aussi à long terme, vient de conso pendant plusieurs trimestres, et derrière pourrait envoyer à la hausse. Je suis pas pressé, je suis prêt à avoir un an de range supplémentaire, je m'en fiche totalement. Mais à moyen long terme, j'ai des positions sur les métaux et je vise de nouveaux records historiques. Moi, je vise 2500 sur l'or et je vise 35 $ sur l'argent. Donc sur l'argent, ça fait plus de 50% de hausse par rapport au cours actuel. Et c'est ma diversification pour 2022. Donc voilà, or et argent toujours soutenus de par ce scénario de pression sur le dollar, parce que je pense que il y a certaines personnes qui me disent bah oui mais le dollar il va monter puisque les taux vont monter. Bah oui mais non, ça fait 6 mois que le dollar monte parce que ça fait 6 mois qu'on anticipe qu'il va y avoir des tensions sur les taux. Maintenant qu'elles sont là, c'est pricé. Ça y est, le marché les a jouées. Le marché a fait baisser l'euro-dollar à fond. Et alors qu'on anticipe encore plus de hausse de taux, vous voyez que le dollar n'arrive plus à monter. Donc je pense que son potentiel est usé à court terme. Et c'est pour ça que je suis acheteur sur les métaux. Ensuite, on peut regarder le pétrole qui est soutenu et haussier parce que on attend de la croissance économique pour cette année, que le variant est en train de s'éloigner, que l'activité économique reprend, donc le pétrole est soutenu. Les 76 qui faisaient résistance avant font support. Et concernant le Bitcoin, tout comme le Nasdaq s'est fait peur hier, s'est fait peur sur support. Comme je le disais en introduction, si vous faites du DCA, vous ouvrez plus les graphiques. Si vous faites du court terme, vous essayez de trouver des cryptos qui surperforment le Bitcoin. Actuellement, il est baissier alors qu'il y a d'autres cryptos qui montent. Et si vous voulez faire du swing acheteur sur les cryptos, bien évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais on est pile sur support, on pourrait l'acheter. Oui, sauf que ceux qui ont acheté les 58, les 54, les 50, puis les 46, ils ont tous perdu. Alors il y a bien évidemment un moment où un support va fonctionner, mais sinon moi je vous donne mon mode d'emploi. C'est que plutôt que d'acheter les supports vu qu'ils cassent un à un, ce serait d'attendre des véritables cassures de résistance, des signaux forts de retournement, donc au-dessus des 46 000 $ et au-dessus des 52 000 $. Qu'est-ce que louper 10% de hausse quand on en vise 100 sur un actif qui est très volatile? Moi, je cherche des setups haussiers de cassure haussière. Pour l'instant, le Bitcoin, sur les dernières semaines, c'est baissier et j'attends qu'il sorte de cette dynamique pour penser autrement. Je préfère m'intéresser à du pétrole qui monte, voire même du CAC 40 qui reste haussier et soutenu, que pour l'instant le Bitcoin qui baisse. Je préfère attendre des cassures. Donc voilà, pour ce début d'année, pas de biais sur les indices, des zones bien définies, faire des actions à moyen long terme, mais avec peut-être une rotation un petit peu dans les portefeuilles pour pas avoir que des valeurs de croissance ou d'hypercroissance parce que ça peut peser fort dans un portefeuille. Et puis ne pas avoir de biais. Voilà, c'est les messages que je voulais passer. On passe aux actions. Donc, on commence par les valeurs à contre-courant. Donc, c'est parmi certaines, les valeurs qui ont été massacrées en 2021. Alstom en fait partie. La fusion avec Bombardier a été mal digérée par le marché. Les analystes ont revu leur copie tout au long de l'année jusqu'au mois de décembre. Il y a eu des ventes paniques et certains gérants s'en sont séparés juste avant la fin de l'année. Puis, comme la plupart des valeurs massacrées, elle a entamé son rebond. Maintenant qu'elle a cassé les 32 €, qu'elle a repris la MM50, voilà, on peut dire qu'il y a eu une neutralisation des prix à moyen terme.
Et maintenant, on peut avoir une fluctuation dans cette zone de prix. L'important, ce serait qu'on reste au-dessus des 31,50, 32 euros. Bien évidemment, plus on se rapproche des 35, plus il y a des reflux, puisque c'était la zone de résistance d'il y a 2 mois. On pourrait ranger à l'horizontale dans cette zone. Et puis si à moyen terme, on arrive à casser les 35 euros et à sortir de cette zone de prix, là, on pourra parler d'un creux majeur. On a peut-être une épaule, tête, épaule qui pourrait se dessiner à moyen terme, qui laisse entendre, j'aime pas anticiper des ETE, mais qu'on pourrait avoir une certaine stabilisation avant plus de hausse. En tous les cas, pour ceux qui sont à moyen terme, pour ceux qui sont à long terme, pour ceux qui étaient bloqués, pour ceux qui avaient acheté autour de 30-31 euros, on est désormais dans le vert et on peut se dire qu'à moyen terme, le pire est peut-être passé. Autre valeur qui a fait de beaux signaux ces derniers temps, c'est Claranova. Donc Claranova, l'année dernière, on me reprochait d'en parler à la baisse, mais c'est parce qu'elle était toujours sous pression, elle n'arrivait pas à monter. J'ai été baissier sur Claranova jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre, je vous ai montré sur Twitter et dans cette émission ceci. Un magnifique chandelier de retournement avec une mèche basse, un marabout le lendemain. Généralement, quand on fait ce genre d'action des prix, eh bien, on ne revoit pas la mèche basse, ça a été le cas ici. Et puis naissance d'une tendance haussière, et puis là carrément gap haussier. Alors on a l'ouverture d'un gap et un gap sous les pieds, on a la MM200 juste au-dessus de nos têtes. Donc ça, c'est pas le genre de config que j'adore. Ça veut aussi dire qu'ici, sauf news à casser MM200, il y a aussi des chances qu'on aille peut-être rechercher la zone de soutien, combler le gap et stabiliser avant éventuellement aller plus haut. Au cours actuel, je sais que je ne sais pas, mais je voulais simplement vous montrer voilà, que il y a un temps pour être baissier, et puis il y a un temps pour constater des chandeliers majeurs comme on avait pu le voir, et le résultat, c'est derrière 40% de hausse, alors que celui qui avait acheté l'année dernière et qui a gardé, il est toujours à moins 10% dans son portefeuille. Clépierre, donc ça fait toujours partie des valeurs à contre-courant. En fait, j'essaie de trouver des valeurs, des secteurs qui surperforment et qui, depuis une semaine, non pas baissent mais montent. Vous voyez que les valeurs de croissance baissent depuis 4 jours, Clépierre, elles montent depuis 4 jours. Donc c'est avec ce type de valeurs, ce type de signaux, ce type de cassure haussière qu'on essaye d'entrer peut-être certaines valeurs dans son portefeuille pour un petit peu équilibrer entre value et growth. Même chose sur Manitou. Voilà, qui nous a montré ici une très belle tenue de support. J'aime beaucoup le niveau horizontal qui a été testé et puis qui là est en train de tester et d'essayer de casser ses plus hauts de l'année dernière. Alors ça se fait pas aussi facilement. On va peut-être encore avoir une phase de latéralisation au-dessus des MM200 qui est en train de se retourner, mais il y a un processus intéressant. On monte, on stabilise, on repart. La MM200 repart à la hausse. Donc ce qu'il faut espérer, vu que ça passe pas en ligne droite là, c'est qu'il y ait une période de stabilisation comme on l'avait eu par le passé, puis que ça monte en dents de scie progressivement. Mais c'est ce genre de valeur-là qui surperforme et non pas qui subit de plein fouet la hausse des taux. Peut-être qu'il faut penser à ouvrir des lignes. Solocal, alors Solocal, j'en ai parlé de la semaine dernière comme d'une valeur un peu pourrie depuis des années qui fait un rebond technique. Il s'avère après recherche et discussion avec certains que on parle désormais potentiellement de croissance chez Solocal. C'est une action qui baisse depuis des années et des années et des années, mais là il y a un changement de rhétorique de la part du management et aussi des gérants qui en parlent. Il y a des volumes qui sont très significatifs. Donc la semaine dernière, j'entrevoyais que c'était un rebond technique, mais il y a peut-être un peu plus que ça ici. Je sais pas, je suis pas spécialiste du dossier. Ce que je note, c'est qu'on a une grosse zone de prix travaillée autour de 1,60, 1,70, que la MM200 est à 1,70-80. Il y a peut-être encore un peu de potentiel. Si on est dessus, en spéculatif, vous connaissez la chanson, il faut que les plus bas continuent d'être de plus en plus hauts. Donc il serait bon de ne pas repasser en gros sous les 1,37, les plus bas des séances de fin de semaine dernière, pour continuer de garder une dynamique et de pouvoir faire perdurer ce rebond. Ensuite, Vetoquinol, là c'est plus pour montrer une valeur qui ne subit pas la baisse indicielle et qui est prête à repartir dès que les indices sont ne serait-ce que neutres. Belle tendance haussière, valeur en trend following, des résultats qui ne vont pas tarder me semble-t-il. Ça c'est vraiment une très belle valeur solide, soutenue. Donc c'est typiquement ce qu'on recherche.
En autre cas, j'avais mis Amundi. Alors Amundi, c'est plus neutre, c'est solide, mais c'est plus neutre. Je pense qu'elle subit à court terme le petit ajustement au taux, ça se voit, de par son comportement. Après, c'est du solide. Elle a testé il y a 2-3 semaines une zone de prix d'importance qu'elle avait testée auparavant. Ça a l'air d'être un grand range. Voilà, peut-être qu'il faut qu'elle digère cette période avant éventuellement de retourner chercher sa borne haute du range 8-10% plus haut. Atos, c'est le 5, 6 ou 7e profit warning en l'espace de quelques années. Je ne compte plus. Atos qui est passé de 100 à 32. Alors, preuve en est qu'une valeur qui est basse et qui a beaucoup baissé ne va pas forcément monter. Atos était déjà très basse en fin d'année dernière et puis elle s'est pris le profit warning. Bon, ici, on peut noter la pertinence de l'analyse graphique. Souvenez-vous, fin d'année, je vous avais parlé d'Atos, je vous avais montré qu'il y avait un retournement ici, que l'objectif était là. La semaine dernière, quand j'en ai parlé, me semble-t-il, dans l'émission, je vous ai dit l'objectif a été atteint sous résistance. Moi-même, j'étais rentré autour des 35-36 euros, je suis sorti à 37,50 de mémoire, donc même avant la résistance, j'avais pas envie de dormir trop longtemps là-dessus. Alors après, il y a toujours la question qui se pose, est-ce que c'était le dernier profit warning? Est-ce qu'elle a passé le pire? J'ai lu plusieurs notes d'analystes et de gérants, il y a un changement de direction, peut-être que la direction est en train d'acter que la direction précédente a fait n'importe quoi, enfin du moins qu'elle n'a pas eu de bons résultats. Peut-être qu'on fait digérer le pire avant qu'il y ait du renouveau, mais en discutant avec des gérants qui suivent le dossier, ils attendent que ça se voit un petit peu dans les chiffres, un éventuel retournement avant d'aller dessus. Ensuite, on va passer aux valeurs trend following, donc les valeurs qui font plaisir et qu'on aime avoir en portefeuille, quoi qu'il se passe sur le marché, qu'il y ait un crack Covid, que les marchés soient tumultueux, que les taux montent. On a des dossiers qui font leur vie, Air Liquide en fait partie, et en ce début d'année, je voulais rappeler aux débutants et aux personnes qui commencent un peu l'investissement boursier que parfois il faut sortir du court terme, il faut sortir des dossiers spéculatifs, il faut éviter les biotech. Parfois il vaut mieux aller sur des bons, gros, beaux dossiers de long terme comme Air Liquide, en acheter tous les mois ou tous les trimestres, et se créer un patrimoine avec des dossiers de qualité plutôt que de se prendre la tête à trader et à perdre je ne sais combien d'heures devant les graphiques. Alphen, ça fait partie des valeurs sur lesquelles parfois il faut savoir se couper une main plutôt qu'un bras. Alphen avait de justesse tenue sa MM200 et sa zone horizontale, elle la casse, ça casse, on coupe, on sort, c'est comme ça. Il faut savoir couper, il faut savoir arrêter l'hémorragie pour pouvoir être liquide ou allouer son cash autre part. Sinon, on est en danger. Figeac Aero, là on est sur l'inverse, un dossier qui monte, on est en trend following, on est au-dessus des MM200 avec une phase haussière, une phase de digestion, peut-être une phase haussière qui pointe le bout de son nez. Secteur aéronautique, c'est comme le secteur automobile, c'est les secteurs de la réouverture. Si on reprend la vie post-Covid, ça devrait repartir dans l'industrie, dans l'aviation et dans le transport. Donc c'est le genre de petite boîte à surveiller. Interparfums, ça fait partie de valeurs qui cartonnent mais qui y vont par vagues et qui peuvent connaître des corrections. On n'a pas réussi à casser les plus hauts, donc il y a une chance qu'on revienne sur les supports, et les supports ils sont là, à 63 euros. Ça, vous voyez, typiquement, c'est le genre de titre où quoi qu'il se passe sur le CAC, il fait sa vie, et où je mettrais, et où je mets une alerte à 63, et si à un moment donné le CAC devait consolider, que ce soit en février ou en avril, et que je voyais ce titre revenir sur support à 62-63 sur MM200, je trouverais ça intéressant. Ensuite, M6, c'est neutre, mais ça tient bien. Et dans une optique de diversification dans un marché neutre lui aussi, c'est peut-être le genre de titre qui peut tirer son épingle du jeu. On note une belle propreté graphique, un beau range entre 16,60 et 19. Et donc, le plus près du bas du range, nous sommes le plus intéressant, c'est pour ceux qui voudraient en avoir à moyen terme. Là, vous voyez qu'on est en plein milieu du range. On bute sous MM200, on bute sous les 18. Si et seulement si ça passe, on va à 19 et ainsi de suite. Si on revient en bas, ce sera l'opportunité d'acheter. Donc, à noter les bornes 16,60, 19.
Un dossier que j'aime bien, pareil, dossier défensif, Nokia. J'ai fait une stratégie aujourd'hui dessus pour dire qu'on pouvait acheter en cas de repli sur 5,50, elle y est. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on est ici en trend following, que c'est haussier, qu'on vient de casser une zone de résistance horizontale, qu'on est en train de latéraliser dessus et qu'aujourd'hui Nokia a relevé ses objectifs pour 2021 et 2022. Donc typiquement ce qu'on recherche, dossier haussier qui relève ses perspectives. Saint-Gobain se passe de commentaires, tendance haussière, latéralisation, prise d'appui sur MM200, redémarrage. Récemment on était sous résistance, on en avait parlé il y a 2-3 semaines, ça passe, c'est un achat. Ça accélère, on met le stop à 0 et on laisse courir en trend following. C'est ce genre de graphique qui vous fait aussi comprendre que parfois il faut laisser un titre ne rien faire pendant 4 mois. On a une poussée haussière, une latéralisation et un redémarrage. Il faut laisser ces phénomènes de latéralisation se faire. On ne peut pas toujours sortir au point haut et re-rentrer dans la latéralisation avant redémarrage. Parfois il faut aussi laisser du temps au temps. Comme sur Trigano, où il faut laisser du temps au temps. On est exactement dans la même configuration que Saint-Gobain que je viens de regarder. On a eu une phase haussière très grande et là on est dans une phase de latéralisation. On vient de passer de la borne basse à de la borne haute, on a un gap sous les pieds, donc il y a des chances qu'on revienne peut-être au milieu, autour de 174. Mais ce qu'on espère avec le pricing power de Trigano et la croissance des ventes, c'est qu'à terme, bien évidemment, on en sorte par le haut, une fois la latéralisation opérée. Ensuite, on passe au rouleau compresseur. Là, on parle de valeurs qui étaient très fortement haussières, pas juste haussières, mais très fortement haussières l'année dernière. C'est des valeurs qui ont besoin de, non pas de latéraliser, mais de corriger, puisqu'elles étaient allées très haut. Donc, les valeurs qui sont en latéralisation baissent moins vite que celles qui étaient fortement haussières lorsque le marché, d'un coup, change de rythme. Alors il y a des niveaux 1 et des niveaux 2 à noter si vous voulez, fonction que si vous êtes court-termiste ou moyen-termiste. En théorie, sur ASM International, tant qu'on est au-dessus des MM200 et des 315, on n'est pas censé s'en faire. Après, c'est vrai qu'un court-termiste rentré tardivement, lui, souffre à court terme. Donc c'est là où il faut choisir votre durée d'investissement. Est-ce que j'achète à court terme avec des stops serrés et que je coupe, je reprends, je travaille ma position, ou est-ce que j'achète en plusieurs fois sur des gros niveaux tant qu'on est au-dessus des mêmes 200 et je fais du moyen terme avec un stop large. Vous voyez que un titre comme ASM peut très bien passer de 440 à 315, donc perdre 30%, et ne fait à ce moment-là que revenir sur une zone horizontale, une MM200 et une oblique de soutien haussière. Alors, qu'est-ce qui vient de sonner par touche ? Par touche. Ouais, ça c'est pas beau. Vous voyez, c'était une alerte de surveillance de zone. Mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même très mou. Mais voilà, si par touche descend ici à 16-17 euros, c'est peut-être intéressant dans une optique de long terme pour jouer le côté réouverture. Après, c'est vrai que je suis allé moi-même dans certains casinos ces derniers mois et même si c'est toujours ouvert, il y a beaucoup moins de joueurs avec les normes Covid, leur chiffre d'affaires baisse très fortement. Donc je m'étais mis une alerte, mais en fait je révise un petit peu mon avis au fur et à mesure dessus. Ensuite, Dassault Systèmes, là aussi on est dans du rouleau compresseur. Donc là, c'est là où je vous disais, il faut choisir son profil. Un court-termiste, lui, eh bien oui, il a vu le support cassé ici à 51, il est sorti. Tant qu'on faisait des plus bas et des plus hauts de plus en plus, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, mais que c'était très dynamique, le court-termiste reste dedans. Quand on casse 51, le court-termiste sort. Le moyen-termiste, lui, s'intéresse au fait qu'on revienne vers la MM200 et vers une oblique de soutien. Quant au long-termiste sur Dassault, lui, tant qu'on est au-dessus de 40 euros, il ne stresse pas. Donc vous voyez, c'est très différent. Le long-termiste, lui, peut vivre une correction de 40% avant que ça reparte. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que le rythme, la hausse de très long terme tienne. Ça, c'est un graphique de Dassault, vous voyez, sur les 7 dernières années. Il faut se rendre compte du rythme de progression qu'on a pris et de la purge nécessaire un peu pour se réaligner, s'ajuster. Donc là, Dassault
à moyen terme, est en train de revenir sur une zone. Et puis, si elle perdait de nouveau 15-20%, bon, bah, on viendrait sur les zones de très long terme. Et là, il y aurait un intérêt certain. Donc, à vous de voir, fonction de votre profil. Esquerre, on est passé du bas au haut d'un canal. Est-ce que ce bas de canal va tenir? J'en sais rien. Est-ce qu'elle peut aller se faire une frayeur dessous? La réponse est oui. Est-ce qu'elle irait pas se faire une frayeur vers les 280 et même 200? Pourquoi pas? Ici, même avis, tant qu'on est au-dessus des mêmes 200, ne parlons pas de remise en question de la tendance de moyen long terme. Surtout sur une action comme Esquerre qui nous a habitués à des corrections assez fortes, puis à des redémarrages puissants. Donc, je ne sais pas, personne ne sait si c'est le début de la fin des valeurs de croissance. Pour l'instant, c'est un ajustement au taux. Pour l'instant, on est au-dessus des MM200 sur la plupart des rouleaux compresseurs. Donc, il est encore un peu tôt pour dire que c'est terminé. Par contre, sur certains d'entre eux qui avaient une prime Covid, je pense à Eurofins et à Sartorius, bah là, ça me plaît moins. Et c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Moi, je ne paye pas les MM200 sur ces dossiers-là. Parce qu'en plus d'être des rouleaux compresseurs haussiers de moyen long terme, bah, elles avaient une prime Covid. Et parce que le Covid s'efface, et ben, cette prime Covid s'efface aussi. Du coup, Eurofins et Sartorius ont cassé leur MM200. Je préfère attendre qu'elle mange son pain dur, soit qu'elle aille plus bas, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire en fait, puis qu'un jour elle sorte du canal baissier que vous voyez ici par le haut et que je m'y réintéresse, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Elle est moins dynamique qu'avant, donc elle m'intéresse moins. IMCD, donc pareil, les court-termistes sortent quand on casse des niveaux de court terme, les moyen-termistes s'intéressent au niveau de moyen terme et les long-termistes notent aussi les éventuels trous d'air vers des gros niveaux. Elle a un gap laissé à 148 €, IMCD, c'est un des rouleaux compresseurs de ces dernières années. Si elle allait encore une marche en dessous, 150 €, ce serait le moyen d'avoir un superbe dossier après une correction de 30% des prix. Ensuite, Sartorius, un peu comme Eurofins, on a cassé MM200. Il n'y a aucun souci sur le long terme, Sartorius est un dossier très long terme aussi. Mais à moyen terme, on a cassé du niveau, à court terme, on a cassé du niveau et de la MM200. Et je sais que je ne sais pas. Je sais que ça m'intéresse moins. Je sais que le marché, lui aussi, est moins intéressé, moins dynamique dessus. Donc, peut-être que ça va latéraliser, hein, peut-être qu'on peut remonter là, mais je vais dans tous les cas trouver ça moins dynamique que d'autres. Donc, retourner sur des rouleaux compresseurs qui ont fait des corrections majeures, oui, mais privilégier à mon sens ceux qui sont toujours au-dessus des mêmes 200. Et puis on va finir par les valeurs internationales. Crocs. Ici, c'est un exemple de valeur qui est revenu sur un runaway gap, donc un gap d'importance. Elle est revenue combler ce gap-là. On est sur un niveau horizontal, donc pour ceux qui ont acheté récemment, qui jouent le niveau horizontal plus le fait qu'on s'accroche sur MM200, vous avez quand même un beau double creux à 115 qui vous permet de savoir que vous pouvez mettre un stop de court terme, hein, au cas où. Comme ça, si ça repart, c'est bien. Si ça part pas, on attendra plus bas. JDE PET, je trouvais l'exemple intéressant pour vous montrer que visuellement, on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc pour le moment, je dis bien pour le moment, le marché n'en veut pas. Donc si le marché n'en veut pas, je n'en veux pas non plus. Mais si un jour un tel titre venait à latéraliser un certain temps, puis sortir par le haut de cette latéralisation en cassant MM200, on parlerait alors de théorie du phénix, de naissance de tendance haussière et donc d'intérêt acheteur. Donc plutôt que d'essayer de déceler le point bas ici, ne connaissant pas le dossier, j'attendrai des cassures franches, des retournements. Sinon, je m'expose à un trend qui est toujours baissier. Kaleira, vous êtes plusieurs fans de dossiers US à en avoir parlé sur Twitter. Je me suis permis de rentrer dans la conversation. Il y a une semaine, en fait, j'avais plusieurs collègues, copains ou lecteurs avec qui j'échange de temps en temps qui disaient j'achète Kaleira à 9 $, et je leur disais voilà les gars, bon, j'ai un petit gap laissé ouvert à 8 €, ce serait quand même super beau si on allait le combler. Regardez un peu quand même ce qu'a fait le titre hier. On a baissé, on est allé chercher 8 €, on a comblé le gap, on est reparti, on a fait un marteau, aujourd'hui ça remonte. L'analyse technique permet, en plus de l'analyse d'une société
d'être confiant d'une part, et puis d'intervenir sur des super seuils et d'optimiser encore la performance. Ensuite, NeoGames. C'est une valeur dans les jeux vidéo dont on m'a parlé, qui est pas très chère, mais qui n'a pas encore donné de signaux à mon sens, qui peut encore aller plus bas si elle casse le support ici des 24$. Mais si elle revenait sur ses plus bas historiques à 20$, ce serait vraiment pas cher. Donc à surveiller, soit si elle descend tout en bas, pour voir ce qui s'y passe, ou soit 2, sur cassure de résistance ici à 32$. Donc là on a, pareil, on est au milieu, entre deux. Je préfère attendre qu'on fasse un double creux, qu'on casse la ligne de coupe pour acheter l'accélération haussière, ou qu'elle aille un cran plus bas et qu'elle réagisse sur ses plus bas historiques avant d'éventuellement prendre une position spéculative. Voilà, je l'ai en surveillance, je voulais juste vous en parler. Et puis on finit avec Zoetis, Onize. Là c'est un rouleau compresseur, gros rouleau compresseur. On a bien consolidé ces derniers temps. On dit souvent qu'en bourse, les excès sont corrigés par des excès, excès haussiers, excès baissiers, stabilisation sur un niveau clé. Alors vous voyez ici, j'ai mis 1 et 2. 1 et 2, c'est quoi? C'est le premier niveau d'achat et le second niveau d'achat au cas où cette valeur ferait 5% de baisse supplémentaire et irait chercher sa MM200. Vous voyez, le but sur ces valeurs-là, c'est on monte, on conso, on monte, on conso, on monte, on conso, et ainsi de suite. Donc le but, c'est de rentrer dans les corrections baissières sur des niveaux tangibles pour jouer la suite. Et c'est typiquement ce genre de graphique-là qu'il faut que vous recherchiez des valeurs qui montent et qui pourraient continuer de monter. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui restent au-dessus des mêmes 200. 52 minutes, c'est pas mal, j'espère que ce timing d'émission vous va. 20 minutes d'intro, de news, de lecture macro, une petite pause musicale, ensuite 5-7 minutes sur indice Forex matières premières, puis 20-25 minutes sur action. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo, que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. J'essaye de lire un peu tout ce que vous me répondez, me faire des critiques constructives, vous me proposez vos valeurs et je ferai de mon mieux pour les couvrir. Je vous souhaite à tous un bon trading, un bon investissement, surtout un bon début d'année, et je vous dis à tout de suite sur Twitter ou à la semaine prochaine sur YouTube. Au revoir à tous.